Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Éléonore de Habsbourg. Épisode 2, la reine invisible. Le 17 mars 1526, un cruel spectacle se déroule sur la rivière Bidassoa, marquant la frontière entre l'Espagne et la France. Dans une barque, François Ier vogue vers son royaume privé de souverain depuis plus d'1 an. Dans une autre, François le Dauphin, à peine 7 ans, et son frère Henri, 5 ans, viennent prendre la place de leur père. Ils sont immédiatement conduits auprès d'Éléonore à Victoria. Aussitôt arrivé en France, François Ier prend la plume pour écrire à sa future épouse en lui recommandant ses enfants. Il a déjà confiance en sa bonne âme. Elle lui répond qu'elle s'assurera chaque jour du bon traitement des 2 princes de France. Elle prie aussi pour la ratification rapide du traité. Ses espoirs sont vite déçus. Hors de question pour François Ier de rendre la Bourgogne à Charles Quint. On s'insurge de tous les côtés, les fourberies s'enchaînent, les négociations traînent et les petits princes passent beaucoup plus de temps que prévu dans les geôles espagnoles. Éléonore écrit alors une lettre à François Ier. Diplomate, sachant pertinemment que les relations sont rompues, que l'empereur est furieux et que son futur époux est en passe de redevenir l'ennemi numéro 1 de son frère, elle présente une occasion au roi de France de reprendre les négociations sans perdre la face. Après tout, il suffit d'envoyer le bon ambassadeur, ratifier le traité avec une nouvelle clause qui remplacera celle sur la cession du duché de Bourgogne. François n'a-t-il pas proposé de donner une somme d'argent en échange pour compenser ? Dans cette lettre très longue, sur 5 pages, Éléonore déploie toute son énergie en faveur de la paix entre son futur époux et son frère. Comme je ne désire rien tant que la conservation de l'amitié entre vous et lui, c'est pourquoi je ne fais que penser et chercher des moyens comment et en quoi j'ai pu aider. Pour cela, elle va jusqu'à écrire aux conseillers de l'empereur auxquels elle se fie le plus, leur ordonnant secrètement de l'avertir comment se déroulent les négociations et comment l'empereur prend la chose. Elle ajoute dans sa lettre à François Ier. Ce serait la chose de ce monde dont j'aurais le plus de regrets et qui le plus pourrait causer la brièveté de mes jours de voir l'inimité entre les 2 personnes que j'aime le plus. Elle soumet l'idée d'appuyer les propositions de l'envoyé du roi de France en se déplaçant personne auprès de son frère. Elle écrit aussi à Louise de Savoie. Fine mouche, elle a très bien compris l'influence de la mère du roi sur les négociations et les décisions. Elle le lui écrit clairement, l'incitant à convaincre son fils d'accepter la prochaine proposition de l'empereur. Comme à celle que je sais qui a toute puissance, et que par votre moyen le tout se doit conclure, je vous supplie très humblement, madame, en suivant ce que j'écris au roi et ce qu'il vous plaît de me dire, qu'il se fera tout le possible et quelque chose davantage pour l'amour de moi, au fait de cette amitié entre le roi et l'empereur. Éléonore se comporte aussi avec les 2 fils de François Ier comme un ange gardien, pour des raisons humaines qui lui sont naturelles, mais aussi pour des raisons politiques. En tentant de s'assurer l'affection des 2 fils du roi, elle cherche à consolider sa future position à la cour de France. Elle écrit à François Ier. « Croyez, monseigneur, que je ne leur désire moins de bien et salut que leur propre mère. Votre humble et obéissante femme, Léonore. » En revanche, les tentatives d'Éléonore pour renouer les relations diplomatiques entre Charles et François échouent. Les 2 coqs ne sont prêts à céder sur rien. Je laisse l'historienne Chloé Pardano, auteure d'un document très précieux sur Éléonore, ses lettres inédites et la libération des enfants de François Ier, raconter la suite. Tandis que les hostilités se poursuivent en Italie, les relations entre les 2 hommes s'enveniment.
Charles Quint se venge de l'attitude de François Ier en faisant durcir les conditions de détention de ses fils. Début 1528, ils sont transférés au château de Villalpando. Tous leurs serviteurs français leur sont retirés et jetés en prison. François et Henri se retrouvent entourés d'un personnel exclusivement espagnol qui reçoit les ordres stricts de Don Pedro Hernández de Velasco, nouveau connétable de Castille. Puis après un passage dans le château de Berlanga de Duero, ils sont transférés à Pedraza de la Sierra, lieu désertique situé en pleine montagne, d'où il leur est interdit de communiquer avec leur belle-mère, qui s'était jusque-là efforcée d'adoucir leur sort. Ils devront y passer tout un hiver et tout un été avant que ne commencent les négociations de Cambrai, dont l'initiative revient à Louise de Savoie et à Marguerite d'Autriche, la tante d'Éléonore. Ce sont elles qui parviennent enfin à débloquer la situation. Le 5 août 1529, la paix des dames règle la question de la Bourgogne, qui sera conservée en échange d'autres possessions françaises, la question de la captivité du dauphin et du duc d'Orléans, qui seront libérés contre une rançon de 2 millions d'écus d'or, et celle du mariage qui sera célébrée par procuration. En attendant que la somme colossale soit rassemblée, François Ier envoie le vicomte de Turenne pour qu'il le représente dans cette cérémonie. Ce mariage par procuration est célébré au début de l'année 1530. Éléonore continue ensuite à correspondre avec Louise de Savoie, avec François Ier et avec sa sœur Marguerite d'Alençon. Elle rencontre régulièrement les ambassadeurs de Charles Quint pour faire hâter la libération des jeunes otages. Anne de Montmorency, conseiller, amie intime de François Ier et grand maître de France, a tout son soutien pour faire accélérer le protocole. Le 10 juin 1530, la rançon commence à être rassemblée, mais la négociation continue tant que les enfants n'ont pas passé la frontière. Anne de Montmorency souligne dans une lettre au roi de France les efforts ininterrompus d'Éléonore. Sans point de faute, elle a toujours fait et fait encore entièrement tout ce qui lui est possible pour l'avancement de cette délivrance. Grâce à elle, les enfants finissent par rentrer au bercail, en sa compagnie, malgré la rançon qui n'a pas été versée dans son intégralité. Éléonore de Habsbourg épouse François Ier, officiellement, le 7 juillet à Saint-Laurent-de-Berry, lors d'une cérémonie discrète. Le couple est ensuite transporté en grande pompe sur des bateaux qui les conduisent à Bordeaux. Ils sont accueillis par Louise de Savoie et par une population survoltée. Transportée dans une litière, Éléonore est somptueusement vêtue d'une toilette à la mode espagnole. Robe de velours cramoisi doublée de taffetas blanc, ornée de pierreries, manches bouffantes couvertes de broderies d'or et d'argent. Sa coiffure est particulièrement originale. Ses cheveux sont emprisonnés aux racines par une coiffe faite de papillons d'or qui laisse ensuite ses mèches sombres entortillées de rubans ruisseler en cascade dans son dos et tomber jusqu'au talon. Une vraie apparition de conte de fées. Éléonore est sacrée reine de France à Saint-Denis le 5 mars 1531. À peine installée sur le trône, elle est entraînée dans un tour de France organisé par son époux sur recommandation de Louise de Savoie. Il faut profiter d'une situation internationale pacifiée pour présenter au peuple le dauphin et la nouvelle reine. Ce périple dure jusqu'au mois de février 1534. C'est un extraordinaire convoi composé de la famille royale, de Montmorency, des princes du sang, des courtisans, des ambassadeurs et d'une énorme suite de domestiques, de mobilier, de victuailles et de vaisselle qui sillonnent toute la France pendant des mois. Une véritable cour nomade s'offrant au regard de tout le pays. Ces années où Éléonore multiplie les cérémonies d'entrée dans les villes sont des étapes essentielles à son intégration.
Il faut faire connaître et reconnaître cette reine, la première véritable reine étrangère de l'époque moderne. Le peuple l'accueille avec joie et espérance. Et François Ier alors? Le roi de France, guère séduit par son épouse, passe la majeure partie de ses nuits en compagnie de sa maîtresse, la duchesse d'Étampes. Néanmoins, il s'assure qu'elle reçoive les plus grands honneurs dus à une reine, notamment un personnel extrêmement nombreux. La maison d'Éléonore est la plus importante jamais entretenue jusqu'à présent par une reine de France. Elle se déplace toujours accompagnée d'un nombre considérable de dames de compagnie. Éléonore exerce aussi son influence sur les arts, un mécénat décrit par l'historienne Kathleen Wilson-Chevalier. Elle s'approprie les différentes résidences royales dès son arrivée en France. C'est elle, par exemple, qui fait étendre les cuisines du Louvre. La mort de Louise de Savoie en 1531 lui confère une place encore plus importante au sein de la famille royale. Elle fait alors remanier les appartements de Fontainebleau. Celui qu'elle se choisit, particulièrement en vue, auquel on accède par le plus somptueux des escaliers, s'impose au fil des années comme l'appartement des reines. Le grand primatis dirige à partir de 1533 les chantiers de décoration de l'appartement du roi. On ne sait pas en revanche qu'il travaille encore plus longtemps pour l'appartement de la reine. C'est pour elle qu'il imagine pour la première fois un décor représentant Hyménée, le dieu des noces. Une figure mythologique qui s'installe durablement dans les arts décoratifs de l'époque. Anne de Pisseleu, la maîtresse du roi, commandera pour sa propre chambre à Fontainebleau une fresque monumentale représentant, entre autres, ce fameux dieu des noces. En 1539, l'ambassadeur du duc de Mantoue écrit à son maître que la chambre de la reine Éléonore compte parmi les plus beaux espaces qu'il ait vus au château de Fontainebleau. Inspirée par l'art français, Éléonore est rapidement représentée par Jean Clouet. Elle conserve de ses origines flamandes et espagnoles, ainsi que de son séjour au Portugal, un goût pour les toilettes luxueuses, riches et ostentatoires. Elle commande aux orfèvres parisiens des boutons, des aiguillettes et des ceintures, qu'elle envoie à sa sœur Catherine qui a épousé le roi du Portugal et à sa fille Marie. Mais rapidement, Éléonore choisit les artistes de son goût. Par exemple, Léonard Limousin. Il produit pour elle un portrait sur cuivre émaillé où elle apparaît pour la première fois en costume français. Cela dénote d'une part l'intelligence de la reine qui comprend qu'elle doit se fondre dans les coutumes de son pays d'adoption, tout autant que la qualité de son regard dans le domaine de la portraiture. Et oui, ce soutien inattendu à un artiste talentueux est un tremplin pour la carrière de ce dernier. Il va multiplier les portraits en émaux de la noblesse française, flamande et même italienne, demeurant au service de plusieurs rois de France successifs. En 1536, Éléonore profite d'un séjour à Lyon pour rendre visite au grand peintre Corneille. Elle s'informe sur sa technique et veut rencontrer ses apprentis. Elle décèle chez Antoine Trouvéon un immense talent au point de le ramener avec elle à Paris. En 1543, il est officiellement nommé peintre de la Reine et logé dans la capitale, rue Quincampoix. Il réalise plusieurs travaux, dessins commandés par la reine, dont un portrait réalisé après la mort de François Ier pendant son veuvage. Elle l'apprécie aussi pour sa grande fidélité et lui confie plusieurs missions diplomatiques ou privées, notamment d'aller réaliser le portrait de sa fille Marie à Lisbonne pour lui rapporter un souvenir d'elle, sous forme de dessin en couleur, qui connaît alors son apogée avec les réalisations de François Clouet, fils de Jean Clouet. Par sa parenté avec l'empereur, Éléonore est amenée à plusieurs reprises à jouer un rôle aujourd'hui totalement oublié dans la politique internationale. Louise de Savoie n'étant plus de ce monde, c'est à elle qu'échoit la lourde responsabilité d'apaiser les tensions qui ne cessent de surgir entre son frère et son époux. Une position qui n'est ni confortable ni facile. Il lui faut sans cesse œuvrer avec finesse et discrétion
sans trahir les intérêts du royaume de France et sans rompre les liens très étroits qui l'unissent à Charles Quint. Car son époux comme son frère peuvent se montrer méfiants à son égard, justement à cause de son rôle d'intermédiaire. Pourtant, quand il le faut, il n'hésite pas à faire appel à ses initiatives. La correspondance de la reine, les rapports des ambassadeurs, montrent qu'elle est au courant de toutes les visées et les menées politiques entre François et Charles. Pour œuvrer en faveur de la paix, elle dispose de plusieurs appuis solides, notamment Anne de Montmorency, grand chef du parti pro-espagnol, aussi nommé Parti de la paix. Aussi, le paysage politique a changé. Désormais, c'est sa sœur Marie qui gouverne aux Pays-Bas, depuis le décès de leur tante. Elle peut s'appuyer sur elle pour s'impliquer en politique et l'aider lorsque la paix est menacée. Durant l'été 1538, Éléonore est présente aux entretiens menés à Nice entre Charles Quint et le pape, entre le pape et François Ier. Son époux l'autorise à rencontrer Charles lors d'un entretien en tête-à-tête à Villefranche-sur-Mer. Ensuite seulement, enfin, les deux souverains acceptent de se rencontrer. Ils se retrouvent à Aigues-Mortes. Éléonore participe aux entretiens secrets qui réunissent les deux rivaux et leurs plus proches conseillers. Les échanges avec Marie de Hongrie montrent vraiment à quel point Éléonore est au courant de tout. Elle écrit par exemple à sa sœur pour lui expliquer que François n'acceptera jamais de se liguer avec Charles Quint contre le sultan Soliman le Magnifique. Il vient tout juste de signer avec lui un important traité commercial. Le succès pour le Parti de la paix ne fait que gagner du terrain. En novembre 1539, François Ier accorde l'autorisation à Charles Quint de traverser le royaume de France pour se rendre aux Pays-Bas, châtier ses sujets gantois révoltés. Encore impensable quelques mois plus tôt. Après la reprise de la guerre en 1542, Éléonore et Marie sont de nouveau sollicitées en 1544. Le 1er septembre, la reine de France se réjouit, dans une lettre à son frère Charles Quint, de la tournure des événements. Et en effet, dès le 18 septembre, un traité est signé entre la France et le Saint-Empire, ratifié dès le lendemain par les monarques. Les nombreuses initiatives d'Éléonore en faveur de la paix, méconnues car occultes, permirent vraiment d'accélérer les choses, voire même de les faire évoluer dans le bon sens. Tous les contemporains dans la confidence des négociations ont souligné son rôle de première importance. Montmorency, mais aussi les ambassadeurs étrangers. Un diplomate britannique écrit par exemple en 1537 au sujet des entretiens entre François Ier et Charles Quint. La reine Éléonore a été le principal instrument pour ménager ces entrevues. Personne ne connaît mieux l'empereur qu'elle. Dès que François Ier rend son dernier souffle en 1547, le travail d'oubli commence sur la personne d'Éléonore. Malgré le dévouement de la reine pendant ses années de captivité, le nouveau roi Henri II ne lui pardonne pas d'être la sœur de Charles Quint. Il l'exclut volontairement des derniers instants de François Ier. Henri II ne l'intègre pas plus aux cérémonies du deuil où elle ne tient aucun rôle. Elle est même absente du fameux mausolée commandé par Henri II à Philibert Delorme et Pierre Bontemps. Seule Claude, la première épouse, la mère, la française, a le droit de passer à la postérité. Henri II exige qu'Éléonore quitte le territoire français dès 1548. Il ne daigne pas lui dire adieu et ne lui accorde aucune escorte pour l'accompagner aux Pays-Bas. Avec un petit groupe de fidèles, Éléonore a la consolation de retrouver sa chère sœur Marie. Pendant 8 ans, elle a la joie de revivre l'émulation intellectuelle et les grandes fêtes de son enfance à la cour de Bruxelles. C'est d'ailleurs à Bruxelles que Charles Quint abdique le 25 octobre 1555, partageant son empire entre son fils et son frère, ce qui donne naissance aux 2 branches de la maison Habsbourg, ceux d'Autriche et ceux d'Espagne. Le 15 septembre 1556, Charles quitte les Pays-Bas pour l'Espagne. Il est accompagné de ses 2 sœurs chéries, Éléonore et Marie. Tandis qu'il s'établit au monastère de Yuste,
Éléonore s'installe avec sa sœur au château voisin de Jarandilla. Elles peuvent ainsi aisément rendre visite à leur frère. De là, notre reine douairière de France se rend au Portugal. Elle meurt d'envie de revoir sa fille Marie et la rencontre à Badajoz en 1558. L'entretien est une catastrophe. La jeune femme n'éprouve aucune envie de faire connaissance avec cette mère qu'elle n'a jamais vue et refuse de la suivre en Espagne. Ce profond chagrin précipite la fin d'Éléonore. Le 13 février 1558, sur le chemin du retour, âgée de 59 ans, elle succombe à une attaque d'asthme. Elle est enterrée à Mérida et rejoindra plus tard la nécropole royale de l'Escorial. Signe du destin, Charles et Marie rejoignent leur sœur dans la tombe la même année. Comme si l'inséparable trio ne pouvait survivre à la mort d'un des leurs. Charles s'éteint en septembre et Marie en octobre. Je laisse l'historien Michel Combet vous expliquer avec clarté comment et pourquoi Éléonore est déjà rayée de la carte des grandes figures historiques. La volonté de construire en France une image négative de tout ce qui concernait Charles Quint et plus largement des Habsbourg, si elle a épargné Éléonore des attaques les plus virulentes, l'a gommée, marginalisée. Quelle qu'ait été sa loyauté à l'égard de son époux, elle ne pouvait se trouver à l'abri de la campagne de dénigrement orchestrée par le pouvoir et alimentée par les gens de plume de François Ier, puis des souverains suivants. Ceux-ci ont construit une vision très noire de Charles Quint en jouant habilement sur vérité et omission. De son vivant, celui-ci est stigmatisé comme ennemi, ne s'acquittant pas de tous les devoirs dictés par la courtoisie chevaleresque, violant ses engagements. Il est considéré comme déloyal ou comme anti-modèle d'empereur et comme tyran. Si Éléonore est relativement épargnée par leurs critiques, ses productions commencent à édifier un mur de silence autour de son règne. La suite est d'une logique implacable. Effacée de l'histoire par ses propres contemporains, Éléonore l'est encore plus des ouvrages historiques et de la production littéraire du XVIIe siècle au XIXe siècle. Même pas de légende noire, rien. Résultat, une souveraine invisible, plongée dans l'obscurité, jusqu'à ce que quelques rares études réalisées par de brillants chercheurs et historiens ces 10 dernières années la tirent progressivement vers la lumière. J'espère, à travers ce nouveau podcast, lui avoir rendu justice. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour une nouvelle incursion dans les couloirs du temps.